Au milieu des années 50, la plus prestigieuse des compétitions européennes voit le jour, et un club tout de blanc vêtu se montre particulièrement peu partageur en remportant les 5 premières éditions entre 1956 et 1960. Puis une 6e fois, en 66, n'étant absent qu'à seulement 3 reprises lors des 11 premières finales. Le Real Madrid devient alors le plus grand club du monde. Étant le premier grand d'Europe à miser sur le recrutement des plus grandes stars de l'époque, Raymond Kopa, Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskás incarneront les premiers Galactiques. Mais comme toute période dorée, la belle histoire prendra fin et la disette sera longue. Ce n'est que 32 ans plus tard, en 1998, que le Real de Redondo et Mijatovic soulèvera de nouveau la coupe aux grandes oreilles. Un succès ensuite renouvelé en 2000 avec une nouvelle génération espagnole incarnée par les jeunes Casillas, Morientes et Raúl. Les voilà de retour au sommet, il est question maintenant de devenir indestructible tout en bâtissant sur la gloire du passé. En 2000, un riche homme d'affaires du nom de Florentino Pérez postule pour la présidence du Real et promet de bâtir les nouveaux Galactiques du XXIe siècle. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Owen vont rejoindre Raúl, Makelele et Roberto Carlos pour tenter de former la plus grande équipe que le football ait jamais connue. Au début, tout le monde ou presque est conquis. Quand soudain... Mais que s'est-il passé? Pourquoi ces Galactiques, au départ très bons, ont tout à coup déçu? Réponse dans un max de légendes. À l'aube du nouveau millénaire, la Maison Blanche est de retour au sommet du football. Fort de ses 2 Ligues des Champions remportées en 98 et 2000, le président du Real à l'époque, Lorenzo Sanz, sent qu'il est dans un fauteuil. Et histoire de masquer les nombreuses erreurs de gestion marquées par une valse des entraîneurs et une dette qui ne cesse de se creuser, il décide de convoquer des élections anticipées. Mais dans ce monde très vicieux qu'est la politique, une ruche qui tourne à plein régime attire toujours les pires prédateurs. Le frelon dans l'histoire, c'est lui, Florentino Pérez. Un homme d'affaires ayant fait fortune dans la construction se présente aux élections pour briguer la présidence du Real Madrid. Le truc, c'est que le bilan de Sanz à la tête du Real Madrid, il est excellent. Et même si la gestion financière a été approximative, c'est pas un motif suffisant pour que Pérez soit élu. Il faudra donc trouver un autre prétexte. Et Florentino va trouver le prétexte qui le fera élire à coup sûr président du club. Mais alors, qui faut-il convaincre? Eh bien, les électeurs, ce sont les socios, puisque oui, le Real Madrid est un club de socios, comme c'est le cas pour 3 autres clubs d'Espagne, le Barça, Osasuna et l'Athletic Bilbao. Les socios, ce sont eux en quelque sorte les vrais propriétaires du Real. Ils possèdent le droit de vote pour élire le président une fois tous les 4 ans, en échange d'une contribution financière de leur part. Et pour les convaincre de voter pour vous, il faut les toucher en plein cœur. Florentino va leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Rebâtir une équipe de Galactiques comme à la belle époque. Et voici le premier bourdonnement du frelon. Si je suis élu président, je promets de faire venir Luis Figo au Real Madrid. Luis Figo, l'artiste portugais du Barça, est incontestablement la perle du football à cette époque. Il sera d'ailleurs élu Ballon d'Or en 2000 pour ses exploits sous le maillot blaugrana. Mais pourquoi les socios seraient séduits à l'idée de voir un joueur barcelonais porter la tunique blanche? Eh bien déjà, si vous enlevez Figo du Barça, vous affaiblissez considérablement le club catalan. Mais surtout, à moins que vous ayez un gros problème avec le football en général, c'est impossible de détester le jeu léché de Figo. Si bien que Pérez balance ça aux socios. Si je suis élu et que Figo ne vient pas, je vous rembourse tous vos abonnements pour toute la saison. Alors 2 options. Soit le gars est totalement timbré, soit il est vraiment, mais vraiment sûr de son coup. C'est curieux quand même, hein. Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi sûr de lui? Vous allez voir. Eh bien parce que Florentino déjà, il s'est mis l'agent de Figo dans sa poche, en lui faisant signer une clause stipulant que si Figo ne vient pas, l'agent doit verser 30 millions d'euros au Real Madrid. 30 millions qui serviraient justement à rembourser l'abonnement des socios si Figo ne venait pas. Il est fort le Pérez, hein. Mais alors pourquoi l'agent de Figo a signé une telle clause? Eh bien parce qu'au cas où l'affaire ne se ferait pas, ça se ferait avec un autre club, et vu la valeur énorme de Figo à l'époque, les 30 millions seraient largement remboursés.
Mais surtout, l'agent est en contact avec Figo et le joueur est très intéressé par le projet madrilène, car son augmentation salariale tarde un peu au Barça, il est le joueur le plus important de l'effectif, mais il ne se sent pas complètement considéré à sa juste valeur. Alors voilà, maintenant, mettez-vous à la place des socios. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous avez d'un côté le président sortant, Lorenzo Sanz, dont le bilan parle pour lui, mais qui ne fait pas de grosses propositions pour s'assurer que le club se maintienne au plus haut niveau. Et de l'autre, vous avez un candidat qui promet le meilleur joueur du monde, et s'il échoue, votre abonnement sera remboursé pour toute la saison. Vous votez pour qui ? Coup de tonnerre, Florentino Pérez est donc élu président du Real Madrid en 2000 et tiendra sa promesse, évidemment. Le Barça n'a d'autre choix que de céder son futur ballon d'or à son pire ennemi contre le montant de sa clause libératoire de 62 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du football jusqu'alors. Le prédateur a commencé sa moisson. Sur le terrain, le jeu de l'équipe est orienté autour de sa nouvelle recrue, très actif sur son côté droit et qui n'hésite pas à rentrer à l'intérieur pour bien servir Raúl, accompagné de l'activité à ses côtés de Michel Salgado, dont les montées seront couvertes par Iban Helguera, qui peut aussi jouer en défense. Les possibilités sont multiples pour mettre Figo dans les meilleures conditions. Au niveau des résultats, la triste 5e place en Liga lors de la saison précédente semble déjà loin, et le Real détrône le Deportivo La Corogne et sera sacré champion d'Espagne en 2001. Mais au-delà des frontières, malgré Figo, la machine ne prend pas. Le Real rate le coche en Coupe intercontinentale et en Ligue des Champions, des faiblesses apparaissent contre le grand Galatasaray de Jardel, Hadji, Hassan Sass et Popescu. Mais en demi-finale, face au Bayern de Mehmet Scholl, Lizarazu et Elber, il y a encore une classe d'écart. Bon, ce n'est que le début et c'est déjà pas mal, car on sent que l'équipe est quand même beaucoup plus puissante que la saison précédente. Si bien que le grand patron va encore mettre la main à la poche. Qui pourra accompagner Figo au milieu de terrain ? Qui est l'autre meilleur joueur de la planète ? Car cette fois, il leur faut un vrai meneur de jeu, un fantasque capable des plus beaux gestes techniques, qui a déjà fait gagner son équipe par le passé. Qui plus est, un diamant qui n'a pas encore gagné la Ligue des Champions avec la Juve. En 2001, Florentino Pérez casse encore la tirelire et attire un autre ballon d'or, Zinedine Zidane, contre 75 millions d'euros. Un an après, le montant record du transfert de Figo tombe. La période des Galactiques est lancée. Zidane au Real, c'est fou. Les socios sont en ébullition. Le maillot floqué du numéro 5 devient rapidement une seconde peau chez les Madridistas. Et que dire de l'apport ultra-offensif de Roberto Carlos, à la fois passeur sur les touches et dans le jeu, dégageant une énorme puissance de ses deux troncs d'arbre à la place des jambes. L'entraîneur madrilène, Vicente Del Bosque, a plusieurs fois tenté de mettre Raúl seul en pointe, mais beaucoup moins en fin de saison 2002 compte tenu des nombreuses options offensives, soit avec Gucci, un milieu central de formation qui pouvait jouer second attaquant et même sur l'aile, soit avec Morientes qu'il fallait faire jouer à gauche pour qu'il rentre à l'intérieur sur son pied droit. Les possibilités sont donc presque infinies avec cet effectif de rêve, et c'est avec cette équipe-là que les Galactiques vont marcher sur les étoiles et maîtriser la force. Mais une question nous taraude. Elle est quand même très offensive cette équipe, ce qui fait que vous risquez de créer un énorme déséquilibre et de vous retrouver submergé défensivement, surtout quand Helguera montait parfois assez haut, histoire d'accentuer sa relance. Du coup, qui reste-t-il en défense pour boucher les trous ? La réponse à cette problématique, c'est lui. Celui qui fait le sale boulot, qui rebouchait les plaies, stoppait l'hémorragie, qui était très généreux, parfois trop dans son jeu, mais c'est ce qu'il faut. Il faut des mecs comme ça, des rentre-dedans. Certes, les stars de l'équipe dynamisaient le jeu, mais celui qui le tenait, qui faisait en sorte qu'il était viable, c'était bel et bien Claude Makelele. Un joueur qui développe une telle activité, ni un regista, ni un sentinelle, ni un milieu défensif, ni un récupérateur, ni un relanceur. En fait, il est un peu de tout, et c'est comme ça que Claude a donné son nom à son propre poste, le Makelele Role. Et le Real retrouvera justement le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions en 2002. À l'aller, sans Figo mais avec Jérémy qui ouvre le score très tôt, Effenberg et Pizarro font craquer la défense madrilène. Victoire de Munich 2-1 avant un retour prometteur à Santiago Bernabéu. Cette fois, il ne faut rien laisser au Bayern. La partie d'échecs est en place, Zizou aussi. Avec de la patience en seconde période, Helguera puis Guti qualifieront le Real pour un dernier carré face au Barça.
Mais le Camp Nou est devenu une terre maudite pour le Real. Cela fait 19 ans qu'ils n'y ont pas gagné. Vicente Del Bosque concocte une défense à 5 avec Pavón pour aider Makelele à bien ratisser devant. 5 défenseurs qui répondront aux défis physiques des 5 Catalans en phase 2, ce qui laissera toute la liberté à Zidane de faire ce que lui seul sait faire. Le Real s'impose 2-0 en Catalogne. Le retour à Madrid sera tendu, mais le Real accède à la finale face au très surprenant Bayer Leverkusen, tombeur de Liverpool et Manchester United. Cette finale de C1 est d'une importance cruciale pour le Real, quelques mois après avoir perdu le jour même du centenaire du club, la finale de la Coupe du Roi à domicile contre La Corogne. Énorme désillusion quand on sait que dans le même temps en championnat le début de saison a été catastrophique. Il termine néanmoins 3e mais à 9 points du champion. La Ligue des Champions reste donc le dernier espoir de trophée pour ces Madrilènes. La victoire, sinon la honte de ne rien gagner malgré un effectif pléthorique. Donc vous voyez, déjà à l'époque, Raúl ouvre rapidement le score, mais le Brésilien Lucio lui répond très vite. Et juste avant la pause, sur une passe très compliquée à réceptionner de Roberto Carlos, le second acte est très compliqué et en plus César Sanchez se blesse. C'est donc un jeune gardien, un certain Iker Casillas, à qui nous avons consacré une vidéo récemment, qui se montrera le plus galactique. 3 occasions franches sauvées par le futur champion du monde. Et voilà le Real sacré pour la 9e fois dans sa compétition favorite. C'était pas du tout prévu comme ça, mais peu importe, l'objectif est atteint. Et le mondial 2002 étincelant du Brésilien Ronaldo fera accélérer le dossier, le phénoméno étant la galaxie de stars au Real. Ils avaient déjà les 2 meilleurs milieux du monde, voilà que le meilleur neuf débarque. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont vécu l'époque des Galactiques, mais moi je trouve que la saison 2002-2003, ça a été vraiment le summum. Je me souviens encore à l'époque, mes parents avaient Canal Satellite, et je bouffais tout cru sur Sport+, les matchs du Real. Oh, c'était un régal. Prácticamente la cocina, que bien le dejó la pelota a Zidane, que recorta, vaya mágico, golazo del Pitu Abelardo, chuta, gol del Real Madrid, golazo. Le Real est bel et bien la meilleure équipe du monde. Même le Milan d'Ancelotti, futur vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles cette année-là, ne résiste pas aux assauts des propriétaires de Bernabéu. Ni même le grand Manchester United de Ferguson. Les Red Devils, qui étaient cette saison-là pourtant invaincus durant toute la seconde partie de saison de Première Ligue, subiront une pluie de comètes à Madrid. 3-1 pour les Merengues en quart de finale aller de Ligue des Champions. Le match retour en Angleterre, pour ceux qui l'ont vu, restera à jamais dans les mémoires. Mais alors, comment cette équipe de rêve a-t-elle pu échouer à s'inscrire dans la durée ? Que s'est-il passé ? Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la chute des Galactiques.